Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Détours européens avec Nicolas Collin. On peut faire aussi la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire intéresser les investisseurs américains à investir en Europe. Si c'est pas des investisseurs européens eux-mêmes qui vont opérer à l'échelle pan-européenne, les Américains, eux, ça les dérange pas parce qu'ils voient de toute façon l'Europe comme un tout, les différences culturelles et linguistiques leur échappent complètement. Et donc, on peut jouer de ça. Et au bout d'un moment, émergera ce marché du financement PE/VC pan-européen et ça créera un appel d'air pour des acteurs locaux qui diront « bah oui, c'est ça qu'il faut faire en fait ». À la croisée entre stratégie, culture et réflexion fondamentale sur l'innovation, nous échangeons avec Nicolas sur de nombreux sujets qui nous amènent à nous poser un peu pour comprendre quelle a été l'émergence des écosystèmes tech en Europe. Nicolas revient sur la manière dont il perçoit le capital risque depuis ces 15 dernières années, mais prend le temps de nous détailler pourquoi, selon lui, cela n'a pas exactement fonctionné comme nous le voulions. Au travers de toute son expérience, ses réflexions, ses essais et ses lectures, il nous permet de nous poser aussi de bonnes questions sur l'évolution de l'Europe, sur les enjeux face aux États-Unis et à la Chine, sur les nouveaux chemins de développement que nous pourrions emprunter et comment le capital risque va probablement évoluer. En filigrane de cette discussion, nous revenons sur l'expérience The Family et certains enseignements qui l'en retirent. Un épisode hors série plus long et plus posé qui permet de prendre du recul sur tous ces sujets. J'attends vos réflexions et je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Solène. Merci de m'accorder du temps sur Finscale pour qu'on parle de sujets. Alors, on a décidé de parler de plein de choses, de l'Europe, du VC, des investissements alternatifs. Il y avait plein de sujets que j'ai envie de couvrir, mais on s'est limité à cela. Merci de prendre du temps. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter à l'audience qui, je pense, te connaît, mais je pense sympa de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Nicolas, j'ai 47 ans, j'ai marié 2 enfants, j'habite à Munich en Allemagne depuis 2020. Avant ça, j'habitais à Londres et avant ça encore à Paris. J'ai eu 2 segments dans ma carrière. Le premier dans la haute administration où j'ai travaillé au ministère des Finances à Paris et dans un service qui s'appelle l'Inspection générale des finances où on fait des missions pour résoudre des problèmes de politique publique compliqués pour le compte du ministre des Finances en gros. Et ensuite, j'ai travaillé depuis 2010 dans l'économie numérique, d'abord comme entrepreneur pendant 2 ans dans le secteur du social marketing. J'ai créé une start-up qui a un tout petit peu grandi puis qui s'est arrêtée, faute de succès. Et ensuite, plutôt dans le monde du capital risque en tant que fondateur d'un accélérateur de start-up qui s'appelle The Family, qui s'est développé entre 2013 et 2021 entre Paris, Londres et Berlin. Super, merci beaucoup. Alors, tu n'as pas précisé que tu écris beaucoup de choses, tu es très prolifique, tu as une newsletter qui s'appelle European Straits, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui la connaissent au moins, qui ont déjà lu certains de tes articles. Et je trouve que c'est vraiment des articles de fond, toujours très très riches d'informations. Donc voilà, on va plutôt rentrer dans ces éléments-là plutôt que dans le côté entrepreneuriat de ta carrière. J'aurais aimé tout de suite, là, on y va, rentrer dans le vif du sujet et te demander quel est le constat que tu fais sur la situation de l'Europe en ce moment en matière d'innovation et d'investissement dans l'innovation. Alors, le constat, c'est un constat plutôt négatif, plutôt pessimiste. L'Europe, c'est mon sujet, c'est-à-dire j'ai participé à cette aventure de développer The Family qu'on a conçu très tôt comme un accélérateur de start-up pan-européen. Et en parallèle, pour déblayer le chemin, éclairer l'exécution de ce développement d'une entreprise, je me suis beaucoup intéressé à l'Europe dans la réflexion et dans l'écriture, notamment dans cette newsletter que tu as mentionnée, merci, qui s'appelle European Straits, et qui est vraiment focalisée là-dessus. Comprendre l'Europe, comprendre pourquoi l'Europe, de toute évidence, est en retard par rapport à d'autres régions du monde comme les États-Unis, la Chine et même d'autres maintenant, en matière de développement de grandes entreprises numériques. Il y a eu une décennie faste, qui est la décennie pendant laquelle on a fait grandir The Family, où le présupposé, c'était que pour faire grandir des entreprises numériques en Europe, il fallait appliquer le playbook de la Silicon Valley.
Et tout ça nous a emmenés dans des façons de déployer du capital, des façons de mesurer le succès des entreprises, des façons de les valoriser, des façons d'aborder le marketing, la vente, le go-to-market, etc. Et cette parenthèse de 10 ans s'est refermée en 2021-2022 avec, alors je sais pas si c'est l'éclatement de la bulle, mais en tout cas, il y a eu un atterrissage assez dur hein, sur les valorisations, sur les levées de fonds, sur les entreprises numériques ont commencé à licencier à tour de bras. À ce point-là, on est obligé de constater que l'Europe n'a pas profité de cette décennie pour faire grandir des entreprises aussi avancées et développées qu'aux États-Unis ou en Chine. Et donc moi, mon constat, c'est que pour l'instant, c'est un échec et que cet échec s'explique essentiellement par le fait on n'a pas fait preuve d'assez d'imagination. En fait, on a cherché à plaquer un mode d'emploi, enfin appliquer un mode d'emploi qui n'est en fait pas adapté à l'Europe, qui est très différente des États-Unis. Ça marche, ce qui marche aux États-Unis ne marche pas en Europe pour plein de raisons dont on pourra reparler. Et donc maintenant, on est dans un contexte où c'est pas trop tard du tout. Hein. Il y a encore beaucoup d'opportunités qui vont se présenter et beaucoup de choses à faire, beaucoup de leviers à actionner. Mais c'est un contexte où on ne pourra réussir que si on se pose la question de qu'est-ce que l'Europe, en quoi est-elle différente, quelles sont ses caractéristiques propres et quel positionnement stratégique on en déduit pour ce continent qui a encore beaucoup de choses à apporter. Et est-ce que le fait que l'Europe, donc il y a les éléments de différenciation entre ces deux continents, les États-Unis, l'Amérique et puis l'Europe, mais il y a aussi des facteurs démographiques qui peuvent aussi avoir une influence. Est-ce que tu vois d'autres constats comme ceux-là, aussi des différences entre les États membres qui sont quand même assez flagrantes? Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.